je l'ai toujours dit, je ne sais pas si les facilitatrices peut-être ont peut-être oublié exactement leur sujet, ou bien ont oublié exactement où leur direction. Parce que depuis la prise de ce décret par le président colonel Mamadi Doumbouya, vous avez vu sur tous les toits que ces partis politiques, la société civile, et même ceux qui sont considérés comme acquis à la cause du CNRD, ont attaqué le décret pour dire que non, ça ne se doit pas, que c'est une violation de la loi, que c'est coudre le cou, c'est tordre le cou, et c'est tirer peut-être la loi et tordre son cou. Et parce que c'est le code des collectivités décentralisées et révisé qui a été biaisé par je ne sais pas quel conseil du ministère de la décentralisation et du territoire qui a tenté de donner des explications, tant bien que mal, qui ne tenait pas. Parce que s'il dit que l'objectif de ces décrets, c'était, je parle bien sûr de Mori Kandé, que c'est ministre de l'administration du territoire, que c'est pour amener d'autres animations au sein des quartiers et des districts, c'est pour permettre de promouvoir la citoyenneté dans les quartiers. Mais attends, rien n'a changé, je pense bien ça. Mais pourquoi prendre ces décrets et ne pas attendre? C'est là les politiques ont attaqué. Et si je vois aujourd'hui ces facilitatrices aujourd'hui... Attendre quoi et pourquoi, procureur Kourouma? Qu'est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya devrait attendre? Non, mais il faut attendre les élections. C'est comme ça on a dit, c'est lui-même qui l'a dit dans ses premiers discours. Cette fois-ci, nous allons aller de la base au sommet, les élections. Il fallait attendre ces élections de la base au sommet. Et quand on parle de base, ce sont ces élus. Oui, mais est-ce qu'on peut attendre les élections pour fixer les règles du jeu? Non, mais justement, si on n'attend pas les élections pour fixer les règles du jeu, mais alors qu'on le fasse par les élections. Puisque ces gens-là demandent qu'ils le fassent par les élections, et toi-même, tu sais qu'on ne peut pas le faire par les élections, parce que pas pour l'instant, qui est à la tête ou qui peut te venir à la tête. Et tous les leaders aujourd'hui ne sont pas là. Tous les leaders politiques aujourd'hui ne se sentent pas aujourd'hui dans, la gestion du pouvoir du CNRD. Donc pour eux, on ne peut pas faire même d'élections, même si la volonté y était pour dire qu'on allait partir faire les élections de la base au sommet, mais on ne peut pas le faire parce que les leaders, ou bien ceux qui sont censés aujourd'hui animer cette élection, ou bien participer à cette élection, ne sont pas du tout d'accord aujourd'hui avec le calendrier du CNRD. D'abord, en amont, il faut trouver un compromis ou bien un accord entre les sociétés, c'est-à-dire entre les acteurs entre les acteurs politiques et le CNRD qui avait commencé le dialogue qui avait commencé avec le CNRD. Il fallait d'abord, à l'issue de ce dialogue, trouver un compromis afin de partir sur de bonnes bases. Et après, on est resté dans ce dialogue et tout d'un seul coup, c'est un décret qui vient. C'est comme si on fait exprès de faire mal aux politiques. C'est comme si on fait exprès de leur prouver, exactement, de leur prouver que oui, nous avons une autre intention qui n'est pas quand même organiser les élections. Et cette intention, c'est quoi? C'est de peut-être se maintenir au pouvoir ou bien avoir un candidat à soutenir. Puisque toutes les explications sont plausibles pour les politiques aujourd'hui de coller quand même au CNRD. Les facilitatrices, aujourd'hui, moi, je pense bien. La première des choses qu'ils doivent faire, c'est de revenir eux-mêmes. D'abord, allez voir les politiques, allez voir le CNRD pour leur dire, la vérité, ce décret n'est pas profitable pour la paix et pour la quiétude sociale. Oui, mais est-ce que ce n'est pas ce qu'elles veulent non, faire? Alors, procureur Diané, quel est le vrai rôle des facilitatrices en cette période de transition? Qu'est-ce qu'on leur a attribué comme mission? Je crois bien que à l'entame, il y a eu un décret qui a été adopté dans ce cadre. Donc leur mission a été déterminée, c'est de conduire donc, le dialogue entre les acteurs politiques, donc la conduite du dialogue entre les acteurs politiques pendant cette phase donc, de transition. Et c'est bien normal, je ne pense pas donc, que ça soit contraire à leur mission qui leur a été assignée, toujours de créer ce qu'on appelle... Procureur Diané, on va parler dans le micro, soulevez un peu votre micro. Communication donc... Soulevez-le comme exactement, voilà. Donc, voilà. Ça s'inscrit normalement donc, dans leur rôle qui est de faciliter ce qu'on appelle le dialogue entre le gouvernement et les acteurs politiques d'une part. Et aussi, il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, ces facilitatrices, non seulement avant même d'être ce qu'on appelle aujourd'hui les membres donc, de ces cadres de dialogue, elles ont été chacune, en tout cas en ce qui concerne, ont été de part et d'autre des acteurs politiques ou soit des acteurs sociaux ici. Donc, je trouve que... J'ai même été ministre ici. Voilà, donc la plupart, les trois facilitatrices ont été quand même des ministres, donc des personnalités importantes
pour la nation. Donc ça s'inscrit dans leur mission traditionnelle qui est, n'est-ce pas, d'instaurer un cadre de dialogue. Donc si elle pense aller auprès donc, des acteurs politiques, sociaux et culturels donc, pour recueillir ce qu'on appelle leurs préoccupations et donc rencontrer le chef de la junte, peut-être, on ne sait pas autour de quoi. Mais dans leur rôle là, est-ce que c'est pas... Et c'est pas au Premier ministre, par exemple, de gérer le dialogue. C'est quand même dit que c'est lui qui gère le dialogue social. Il y avait un médiateur de la République. C'est quoi la spécificité de ces facilitatrices-là? Bon, leur spécificité, c'est simplement que nous sommes en phase on est en période de transition. Et le médiateur de la République, c'est vrai que ça a été consacré par les différentes constitutions que nous avons connues en République de Guinée. Donc la constitution de 2010, donc, qui a instauré ces systèmes. Et a été également en 2020 avec la constitution, ça a été entériné. Bon, avec la suspension de la constitution, donc ça a été totalement effacé donc, de l'arsenal juridique de la République de Guinée. Donc le Premier ministre a été créé pour conduire donc, le cadre de dialogue a été nommé, instruit donc, de procéder donc, à l'animation donc, du dialogue politique et parallèlement également aussi qu'on appelle à l'autre cadre qui avait été également institué, qui était donc ces facilitatrices ici. Donc il y a eu ce qu'on appelle une articulation institutionnelle donc, pour piloter le cadre donc, du dialogue pendant cette phase de transition ici. Mais de part et d'autre, c'est le même rôle qui est assigné. Peut-être que le président il aurait constaté l'inefficacité de la première institution donc, qui a été créée et du coup il faut remédier par instaurer ce qu'on appelle avec l'avènement donc de Goumou comme Premier ministre, donc il faut l'instaurer. Peut-être qu'il a cru à cela, mais l'idée de part et d'autre c'était de en tout cas conduire ce qu'on appelle un dialogue politique. Donc moi je pense bien qu'il s'agit juste d'une articulation institutionnelle parce que c'est pratiquement la même mission qui... C'est le même rôle. Alors, est-ce qu'elles sont dans leur rôle de vouloir rencontrer les partis politiques par rapport à un décret pris par le président? Est-ce que ça fait partie de leur mission? En tant que facilitatrice, c'est normal. C'est normal parce qu'elles font la facilitation entre les acteurs politiques qui ont décrié d'une part le décret, également le chef de la junte qui aussi également est un autre acteur politique, mais cette fois-ci président qui a pris un décret, peut-être qui viole aussi les textes, mais également aussi des intérêts, qui portent un coup aux intérêts donc, de ces partis politiques. Il va sans dire donc que si les garde-fous, si elles ne prennent pas donc leur bâton de pèlerin pour aller essayer donc de prévenir, vous savez, c'est la prévention, elles sont dans leur rôle donc de prévention, parce que si, en tout cas rien, d'après ce qui se trame, c'est possible que ce soit encore une autre crise qui viendra s'ajouter à celle qui existe déjà. Donc, on va quitter de problème en problème. Et vous savez, c'est facile de gérer un problème encore que de laisser le problème se multiplier. Quand c'est comme ça, ça devient difficile à gérer. Donc, c'est normal, n'est-ce pas, qu'elle rencontre des deux côtés. Venir d'abord écouter les acteurs politiques, les acteurs sociaux, et ensuite faire part de leurs préoccupations à l'autre acteur qui a pris le décret pour lui dire que voilà, ce sont là aujourd'hui les conséquences donc, du décret. Il faut y remédier rapidement donc pour qu'on n'en arrive pas à une autre crise. Il ne faut pas qu'on ajoute une crise à une autre qui existe de ça, dont on n'a pas d'ailleurs fini encore de maîtriser. Avant que le procureur Kourouma ne nous dise les raisons qui ont abouti, qui ont enfin conduit à cette prise de décret, est-ce que vous pensez que juridiquement, les facilitatrices ont des leviers pour rapprocher les positions juridiquement, avant que le procureur Kourouma ne nous dise pourquoi ce décret a été pris? Quels sont les arguments qui ont été avancés? Oui, allez-y. Je ne sais pas si je comprends bien votre question. Est-ce que juridiquement, elles ont des moyens de pression pour amener tout le monde autour de la table et de discuter de cette question? Bon, elles ont fait déjà preuve à travers les premières... Je crois bien que le premier rapport qui a été établi, c'est leur groupe de concertation qui a établi cela. Donc, il n'y a pas un autre décret qui est venu encore mettre fin, qui est venu abroger les missions, ou disons, leur institution, leur cadre de dialogue. Donc, il va sans dire que c'est fondé, elles sont fondées donc, à mener cette médiation entre les deux parties. Donc, juridiquement, ça tient. Parce qu'il n'y a pas encore, pour qu'il y ait un décret, ou soit une institution soit qu'on appelle dissoute, il faut l'acte qu'il a créé, c'est-à-dire celui qui a pris l'acte,
prend encore un autre acte, un nouvel acte, pour donc dire que l'ancien acte est abrogé. Pour le moment, il n'y a pas eu donc de là, ce qui veut dire que dans l'ordonnancement juridique de la République de Guinée, ces facilitatrices en tout cas restent légalement instituées et elles sont fondées, à moins que les acteurs politiques ne trouvent peut-être d'autres arguments pour dire qu'on ne pourrait pas les recevoir pour telle raison. Mais juridiquement, elles sont fondées quand même à rencontrer. Alors, procureur Kourouma, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a des raisons valables à la prise de ce décret, puisque la loi avait tranché sur le mode de désignation des conseils de quartier. Quel est l'argument qu'on nous a brandi pour justifier ce décret? Oui, exactement. Il y a un fait. Au fait, tu viens de parler de cette loi aujourd'hui. Soit il faut abroger la loi, éliminer la loi à travers le CNT, peut-être pour dire que désormais, on ne va plus respecter cette loi. Et il faut le faire en commun accord, ou bien il faut impliquer quand même les représentants du peuple qui est aujourd'hui le CNT pour prendre une nouvelle décision. Et ce qui n'a pas été fait, je parle sous le contrôle de cet homme de droit d'année. Mais la question que tu viens de poser, quelles sont les raisons valables? Parce qu'en amont, quand on a posé la question un peu au ministre de l'administration du territoire, il dit que c'est pour permettre de renforcer la gouvernance locale et permettre de faire de l'animation dans le quartier, renforcer la cohésion sociale. Mais en ce qui concerne un peu pourquoi la nomination a été confiée au gouverneur, au gouverneur, il dit ceci, que les maires qui sont en fonction sont des politiques, que s'il confie la responsabilité de la nomination d'un chef de quartier, par exemple, il prend un exemple d'une ville, il va nommer, si c'est un parti politique qui est venu à la tête, c'est-à-dire dans la composition des conseillers communaux et dans la composition peut-être du cabinet de la mairie, ce parti politique qui vient à la tête de la liste va nommer seulement que des membres de son parti. Et chose de dire, c'est contradictoire parce que c'est impossible, quelle qu'en soit quand même la mairie qui est peut-être gérée par un parti politique, il faut comprendre c'est le ministère de l'administration du territoire qui est au sommet, qui gère et qui fait, et que s'il voit que l'exécution n'est pas exactement ce que, c'est-à-dire qu'il ne répond pas aux conditions ou bien à la gestion égale du pays, je pense bien le ministère de l'administration du territoire a le plein pouvoir d'intervenir. Et voilà, entre autres, c'est-à-dire des explications que le ministre Mori Kondé a données. Et également, il dit, sauf après ces mois, ce serait appelé pour... il dit, désormais, ça ne sera plus chose simple pour être un président du conseil des quartiers. Il explique, parce que les gens vont constituer une liste et c'est sur la base des listes et l'appréciation de l'ensemble de la population qu'ils vont être président du conseil des quartiers. Ce n'est pas vraiment chose facile. Donc moi je me dis toujours, il y a toujours des explications contradictoires face à la loi. Tout ce que les partis politiques ou les acteurs politiques demandent, c'est de respecter la loi. Il ne s'agit pas de se lever un beau matin pour dire que nous allons prendre cette décision pendant qu'il y a la loi qui dit autre chose. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à la nomination ou bien à l'installation de ces élus locaux? Donc c'est cette loi, soit on respecte la loi, mais on ne peut pas se lever un beau matin et aller conseiller le président de la République et dire que oui, il faut du sang neuf, parce que ça a été dit dans son discours, il faut du sang neuf, mais pour avoir le sang neuf, quelles sont les règles qu'il faut pour avoir le sang neuf? Il y a des règles déjà qui sont établies, qui sont préétablies dans ce qu'on appelle le code des collectivités révisé. Il y a des règles qui sont là quand même, il y a des critères qui sont là, qui doivent être respectés. Et s'il faut éliminer cette loi, s'il faut abroger cette loi, il faut passer quand même, il faut le faire de façon officielle, en passant par le CNT. Oui, puisque c'est le CNT aujourd'hui qui fait office de représentant du peuple. Il fallait passer par là. Moi, je trouve encore une fois que les politiques peuvent avoir une explication plausible tout en disant que oui, le CNRD a une velléité, a une idée arrêtée, a une idée derrière cette gestion du pouvoir. Est-ce que ce n'est pas une façon pour eux de mettre des hommes dans les quartiers afin, au moment des élections, que ces hommes puissent pistonner, c'est-à-dire le candidat caché du CNRD? Tout reste à croire. D'accord. Alors, procureur Diané, lorsqu'on dit qu'il faut demander au président de retirer ce décret, de l'abroger, etc., est-ce qu'on ne viole pas une autre loi, le pouvoir discrétionnaire du président à prendre un décret? Est-ce que ce n'est pas de son droit justement de prendre un décret face à des situations? Ok, il y a des choses à savoir. Il y a ce qu'on appelle en droit
le pouvoir discrétionnaire, vous le parlez. C'est vrai qu'il a donc c'est lui qui justifie. Il est le seul à connaître les raisons de prendre un décret. Mais cependant, il y a ce qu'on appelle dans les actes réglementaires, il y a les actes autonomes qu'on appelle un décret peut être un décret autonome, tout comme un décret peut être un décret d'application. En espèce, l'intervention du président de la République n'est ni un décret d'application, ni c'est quoi un décret autonome ou un décret? Un décret autonome, c'est ce que vous avez dit, le pouvoir discrétionnaire. Donc, lorsque le décret est pris en l'absence, n'est-ce pas, d'une loi. Lorsque, par exemple, la loi n'a rien prévu, le président de la République regarde une situation, maintenant, il peut décider pour réglementer à travers son pouvoir qu'il tient de la Constitution, donc pour dire que désormais, telle situation va être régie par tel décret. Hier, vous avez suivi certainement le décret. Il y a un décret qui réglemente désormais le lotissement dans les qu'on appelle en République de Guinée. Ça s'est pris sur le fondement donc du code foncier domanial. Donc ça, c'est un décret d'application. Le décret autonome, donc c'est un décret qui est pris indépendamment de tout texte. Lorsque les textes n'ont pas prévu, le président prend un décret pour régir un domaine de la vie de la nation. Ça, c'est un décret. Mais en espèce, il s'agit d'une loi qu'on appelle une loi organique surtout. Parce qu'en droit, il y a deux types de lois. Il y a la loi ordinaire et il y a la loi organique. Donc, la loi organique prime sur la loi ordinaire. Le code électoral a été adopté comme une loi organique. Donc, ça fait que c'est une loi qui a été adoptée avec une procédure spéciale. Donc, la loi prévoit comme mode de désignation donc des partis, c'est-à-dire des élus locaux, en l'article 99 et suivant. Et c'est l'arrêté du ministre qui intervient dans le processus et non le décret même du président de la République. Il y a également aussi le code à côté, le code révisé des collectivités locales, qui prévoit également aussi, c'est aussi l'intervention donc du ministre de l'administration par arrêté. Donc de part et d'autre, c'est l'arrêté du ministre qui régit ce qu'on appelle la nomination, pas la nomination d'ailleurs, le processus de désignation de ce qu'on appelle des conseils de quartier, des conseils de district. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que le président, le fait de lui dire de retirer ses décrets, n'est-ce pas, n'est pas une manière d'empiéter son pouvoir discrétionnel? Il n'en est pas le cas. Il y a ce qu'on appelle en droit administratif le recours pour excès de pouvoir. Donc quand un acte est pris, tel un décret qui viole la loi, les citoyens sont fondés, d'abord, avant même de passer à ce qu'on appelle à une procédure juridictionnelle, les citoyens sont fondés à écrire une lettre, à écrire une lettre adressée à l'autorité qui a pris la décision pour lui dire, par exemple, Monsieur le Président, nous avons constaté que votre décret viole telle disposition. Nous voudrions bien que vous acceptiez de revenir sur votre décision, donc vous reconsidérez. C'est ce qu'on appelle les recours préalables. Donc vous allez vous adresser à l'autorité qui a pris la décision pour lui dire qu'attention, ça viole. Donc c'est un recours qu'on appelle préalable. Recours administratif préalable. Donc l'autorité de nomination. En pareille circonstance, les facilitatrices n'étaient même pas obligées pour dire d'écouter d'abord les préoccupations des autres. Parce que Mme Makale, elle est juriste. Elle est juriste, elle est docteur en droit. Donc ce qui veut dire qu'elle connaît ce qu'on appelle la règle administrative. Qu'est-ce qu'elle devrait faire en premier lieu? D'abord, c'est d'écrire, parce qu'elle a constaté elle-même, elle sait que ça viole, c'est d'écrire dans une lettre adressée au président de la République pour dire, Monsieur le Président, nous avons constaté que ça viole, n'est-ce pas, la loi. Donc nous vous prions de reconsidérer votre position. Elle pouvait même l'expliquer, la procédure adoptée, si jamais elle voudrait que ça se passe, il voudrait que ça se passe comme il veut maintenant là. Donc, ça ne viole pas cela parce que les citoyens sont fondés à adresser un recours préalable à l'autorité de nomination. Si cela n'aboutit pas, les citoyens ont la possibilité encore de procéder à ce qu'on appelle un recours juridictionnel. Cette fois-ci, on va s'adresser à une juridiction compétente. En République de Guinée, c'est la Chambre administrative et constitutionnelle de la Cour suprême qui est compétent donc, pour annuler ce qu'on appelle un décret qui est illégal, un décret qui viole donc la loi. Oui. Donc, ce n'est pas la question aujourd'hui pour dire qu'on n'empiète pas ce qu'on appelle son droit de prendre un décret. Alors, procureur Kourouma, est-ce que vous croyez qu'en cas de plainte contre ce décret, cet acte pris au niveau de la Cour suprême, est-ce que vous croyez que la Cour suprême va avoir le courage d'invalider le décret pour inconstitutionnalité?
Oui, et je serais pas surpris que la Cour suprême dise qu'il serait incompétent peut-être de rendre ça. Oui, qui serait compétente peut-être de rendre cette justice ou bien de trancher. Je ne serais pas surpris du tout qu'ils ne disent pas ça. Mais pour te dire encore que je ne crois pas si le président va se retourner ou bien va reconsidérer sa position, ses décrets, pour te le dire, parce que j'ai vu les explications du ministre. Un décret qui vient avec un ministre qui sort pour des explications, pour justifier le décret, je me dis que c'est déjà consommé. Mais ça peut être aussi pour que les gens comprennent, parce qu'il y a eu un tollé, mais peut-être que ça a sorti en expliquant, les gens peuvent adhérer à la décision ou au décret. Non, mais certainement, peut-être que c'est ça. Il faut essayer d'abord de mettre un pic pour voir quelle sera la réaction des gens et voir est-ce que possible. Et si ce n'est pas possible, il faut reconsidérer. Mais aujourd'hui, ça fait près de 2 semaines à peu près que ce décret quand même a été lu. Si le président... Et parce que tous les jurys sont passés sur les plateaux, dans les médias, dans la presse en ligne, d'autres sur leur page personnelle, pour expliquer exactement le contenu malfaisant de ce décret. Donc, pour moi aujourd'hui, le ministre de l'administration du territoire, qui est en train de s'entêter, par son arrogance, peut-être expliquer pourquoi ils ont pris cette décision, et qui a mal conseillé le président, je pense bien qu'ils doivent revenir. Et je te disais que je serais très surpris de voir encore la Cour suprême dire qu'ils sont compétentes pour trancher dans ce dossier, dans ce décret. Puisque déjà, je le disais dans l'autre émission, je dis beaucoup aujourd'hui la justice, on a l'impression que la boussole est perdue. La boussole, d'abord, a été tordue avant de disparaître, puisqu'on sait aujourd'hui dans les dossiers judiciaires ce qui se passe. Je verrai très mal aujourd'hui cette haute justice trancher ce dossier, puisque déjà, ce sont des explications de justice qu'on est en train de donner de part et d'autre, puisque déjà le président a pris ses décrets, et c'est ce qu'on dit, holé, on y va. Et ça va commencer, et ça va plus se terminer. Nous allons partir de crise en crise, et c'est facilitatrice. Tout à l'heure, Gianni rappelait, je pense bien, comme je l'ai dit, la première des choses, c'est pas aller voir les politiques. D'abord, en tant que docteur en droit, docteur Makale, devrait aller voir d'abord le président de la République pour lui expliquer le contenu de ce décret. Mais il a des conseillers juridiques quand même. Justement, si ces conseillers juridiques n'ont pas bien conseillé, elle, en tant que facilitatrice, c'est son rôle encore de se retourner vers le pouvoir, faciliter entre le pouvoir et les gens. Le procureur Gianni prépare le Taoui. Donc c'est pour juste dire qu'avant que les facilitatrices commencent à rencontrer les acteurs politiques, moi je conseillerais, s'ils nous écoutent maintenant, d'écrire maintenant leur lettre, ce qu'on appelle le recours administratif préalable, de l'écrire et adresser au président de la République. Ça suspend ce qu'on appelle l'effet, donc qu'on appelle. Ça, en fait, ils auront 4 mois si le président n'entend pas. Ça, vous me tendez la perche. Le recours, parce que tout recours a une durée normalement. Exactement. Il faut combien de mois pour ce recours? Maintenant, les citoyens ont 2 mois. 2 mois. Donc, alors, si les facilitatrices écrivent au président, ça va être combien de mois? Si même pas les facilitatrices, toute personne qui écrirait au président de la République à l'effet donc de rétracter son décret, la personne doit attendre au moins 2 mois. 2 mois de plus. Oui, 2 mois. Si l'autorité ne réagit pas, il y a un autre délai de 2 mois. Donc 4 mois en tout. Si l'autorité ne réagit pas, ce qui veut dire il donne une décision implicite pour dire qu'elle rejette ce qu'on appelle la sollicitation donc des rétractations. Maintenant, si l'année